C'est moi qui remercie les amis et les amis du musée Soulage et le musée Soulage de m'accueillir. Je suis très contente de pouvoir parler de restauration et de restauration des peintures de Pierre Soulage, qui en effet m'accompagne depuis 12 ans. La première fois que j'ai rencontré une œuvre, mais vraiment physiquement, pour sa restauration, c'était en Allemagne pendant un stage d'études en 2004 à Düsseldorf. Et cette œuvre m'avait été confiée parce que j'étais française et peut-être qu'une française comprendrait quelque chose à ce tableau qui était compliqué. Donc ça donnait suite après mon mémoire de fin d'études, puis après à un dialogue avec Pierre et Colette, et avec aussi Pierre Encrevé, et aussi avec tous les acteurs autour de l'œuvre de Pierre, qui soient spécialistes de peinture, spécialistes de matériaux pour artistes, spécialistes de beaucoup de choses qui permettent de mieux comprendre les œuvres de Pierre Soulage. Alors, en fait, ce qui est un vrai plaisir, c'est de parler de restauration qui nous permet d'accéder à la technique de la peinture. C'est assez rare d'avoir une place importante donnée à ces problèmes, puisque la restauration est souvent liée à un problème, à une dégradation. Et c'est rarement une bonne nouvelle quand on veut l'évoquer. Mais pour l'œuvre de Pierre Soulage, parler de restauration, c'est aussi parler de sa technique. Et d'ailleurs, parler de sa peinture, c'est parler de sa technique. Quand on décrit une œuvre, on a assez vite fait de décrire le geste, les outils qu'il a utilisés, les couleurs qu'il a successivement posées et arrachées. Donc on en vient très souvent à parler de sa technique. Et donc je suis très contente qu'on puisse évoquer tout cela. En tant que restauratrice, on me demande souvent, mais pourquoi restaurer déjà des œuvres aussi récentes, comment est-ce possible? Alors il y a trois grands moments de la restauration qui demandent une attention du restaurateur. D'abord, il y a l'entretien normal des peintures, ce qu'on va appeler nous la conservation préventive. Donc avec la conservation préventive, on a le dépoussiérage, les constats d'état, où à chaque fois qu'on déplace une œuvre, qu'on l'expose, qu'on la transporte, on essaye de noter son état et de voir s'il y a des évolutions ou pas, que ce soit pour des petits accidents ou pour des choses plus importantes, une décoloration, une perte de brillance, de vernis. Donc je vous montrerai certains éléments qui peuvent faire partie de ces interventions qui sont donc très normales et vraiment liées à la vie normale de tout objet dans un espace muséal ou dans une collection. Donc au-delà de cet entretien, on a des altérations qui sont liées à des accidents. Donc je vous présenterai ici le cas de cette peinture du 14 mai 68 qui vient du Centre Pompidou. Donc un accident, ça arrive d'autant plus souvent que les œuvres sont exposées et que du public voit ces œuvres. Parce que donc, dans le cas de cette peinture, c'est une main qui a permis de rattraper un spectateur, mais dans la peinture. Plus les œuvres sont vues, plus elles risquent d'avoir des accidents. Plus elles sont transportées aussi, et les transports, les manipulations sont des moments qui sont des moments risqués pour les œuvres. Donc on verra un accrochage avec un câble qui perce une toile. Ça fait partie de la vie des œuvres, malheureusement, et donc ça fait partie de la vie des restaurateurs. Et on a un dernier moment du restaurateur qui est là lié un peu aux œuvres du XXe aussi, qui est lié aux dégradations qui sont intrinsèques et qui sont liées aux matériaux de l'œuvre et aux dégradations qui arrivent trop vite, prématurées pour ces œuvres. Donc les matériaux du XXe, qui sont des matériaux qui sont plus dégradables en fait, moins stables, et la technique et des défauts techniques entraînent ces dégradations intrinsèques. À travers ces restaurations, je vais vous parler de Pierre Soulage et de la technique, mais en fait, sur 70 ans de peinture, je vais vous parler des techniques de Pierre Soulage, parce que 70 ans de peinture, c'est 70 ans, plus de 1500 œuvres, donc énormément de choses, de matériaux d'époque qui se succèdent. Et alors, j'exclus de mon propos toutes les œuvres sur papier et toutes les œuvres qui ne sont pas des peintures, donc les brous noirs et les papiers qui sont en fait une autre technique que Pierre Soulage maîtrise, mais alors pas du tout moi, donc ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Donc là, je ne vous parlerai que des peintures.
Donc au commencement, dans les années 40, on voit Pierre Soulages sur les photographies ici au musée, très jeune et encore très athlète, puisqu'il fait partie encore il a fait partie de la sélection nationale de rugby, donc, et on le voit très bien. Évidemment, ces peintures des années 40, qui sont comme celle-ci, avec ces matériaux très artisanaux, sont vraiment liées aux peintures de l'après-guerre. De la même manière, dans les années 50, donc on voit ces peintures qui évoluent. Lui, son métier va se professionnaliser et sa technique va s'affiner. Donc nous verrons ces peintures des années 50 très caractéristiques. L'évolution dans les années 60, où là, Pierre Soulages invente une nouvelle façon de peindre. Donc vous verrez aussi qu'on a beaucoup de documents sur cette période-là, puisque Soulages devient aussi acquiert une certaine notoriété, et du coup ses œuvres et son savoir-faire vont être particulièrement mises en avant. Dans les années 70, je vous montrerai de quelle manière cette peinture se fluidifie. Donc là, au milieu des années 60 jusqu'aux années 70, c'est la révolution de 79, la technique inhérente aux outres noirs et les matériaux utilisés. Dans les années 80, Pierre Soulages met au point toujours une technique au service de ses peintures. Et dans les années 2000, et 2000 et donc 2010, il arrive à quitter la technique de la peinture à l'huile qu'il maîtrisait pourtant très bien pour les peintures acryliques. J'espère pouvoir vous montrer combien ces changements techniques sont aussi des innovations, et que le génie de Pierre Soulages n'est pas qu'artistique, il est aussi très ingénieur en fait, dans ses innovations, dans sa créativité. Donc pour parler de la technique de Pierre Soulages, on a beaucoup de sources, donc des sources littéraires. Moi j'ai beaucoup travaillé grâce à Monsieur Vaillant, qui m'a permis d'assister à la création d'une peinture en 1961, donc dans un ouvrage où il raconte comment Soulages réalise une peinture. Évidemment, les ateliers de Soulages par Michel Ragon sont une source incroyable pour nous, puisqu'on voit les ateliers, il les décrit, et évidemment, du coup, il décrit les outils et les matériaux qu'il trouve dans ces ateliers. Et c'est très singulier, donc là c'est un ouvrage de 90, c'est très singulier de présenter un artiste par ses ateliers à ce moment-là. Donc je crois qu'il y a surtout pour Soulages que ce genre d'ouvrage existe, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes à cette époque-là, en 90, où on présente le savoir-faire de l'artiste. C'est plus le cas aujourd'hui, mais là encore, c'était pour l'œuvre de Soulages que la bibliographie a innové. Et donc évidemment, le catalogue raisonné de Pierre Encrevé est une source très importante pour qui travaille sur l'œuvre de Soulages. Alors j'ai bénéficié, comme je vous disais, une source importante et du coup rare pour un restaurateur, la source directe. Donc Pierre Soulages est venu, on le voit ici, devant l'œuvre de mon mémoire à l'Institut national du patrimoine, qui est l'école qui m'a permis de faire mon mémoire de fin d'études, donc, et plus de ma formation. Donc on a eu la chance d'avoir l'artiste et son biographe devant l'œuvre, ce qui est une chance vraiment colossale. Mais je ne me suis pas arrêtée à cette chance-là, j'ai eu la chance de rencontrer Soulages plusieurs fois après, et d'avoir un dialogue avec Pierre et Colette, mais aussi avec l'assistant de Pierre Soulages, Dan McEnroe, qui m'a aussi parlé de ses contraintes, en fait, d'autres aspects. Voilà ces sources orales, et puis l'autre source inépuisable, donc ce sont les œuvres elles-mêmes. Les œuvres, donc ici en situation avant l'ouverture du musée, et du coup les œuvres qui permettent donc, pour les restaurateurs de livrer beaucoup de secrets et quelquefois de changer quelques éléments. Je vous montrerai tout à l'heure quels sont ce genre de petits détails, mais des petits détails qui sont, par exemple, une datation d'une œuvre qui peut quand même changer quelque chose. Donc partons dans ce panorama-là.
Donc dans les premières œuvres, on va les appeler les œuvres primitives de 36 à 46. Je vous montrais tout à l'heure cette photo du jeune athlète. 36 ou 1937, qui est au musée Soulages, donc vous pouvez voir en bas. Donc là, c'est une photo avant restauration. Donc on a restauré cette peinture l'année dernière, enfin, à cheval entre 2015 et 2016. Donc pour cette peinture, on avait donc en fait on voit les matériaux de l'œuvre sont des matériaux artisanaux, mais très bien réalisés. C'est-à-dire que le châssis est un châssis avec des assemblages à anglais, mais très simple, mais très bien, mais très simple. Voilà. Donc on a des matériaux qui sont artisanaux, une toile. J'ai beaucoup aimé la toile, c'est une toile de métis. Donc on a une toile, 2 fibres de coton et une fibre en lin. Donc c'est une toile qu'on utilise beaucoup au 19e en peinture, beaucoup moins au 20e. Mais les caractéristiques techniques de cette toile sont très bonnes d'un point de vue tension, réaction à l'humidité. C'est une toile de bonne qualité, mais plutôt peu utilisée à cette époque-là. La préparation est une préparation manuelle, faite soit par Soulages lui-même, soit par un artisan, mais vraiment par une seule personne, et c'est vraiment un travail manuel et éventuellement artisanal, mais je pense par Soulages lui-même. Et le montage est fait avec des semences, donc ça c'est tout à fait normal, mais à la main aussi. Quand on regarde la peinture, on voit un travail donc assez vigoureux, on voit très bien la force appliquée par le pinceau qui décale un peu la couche en dessous. Et on voit sur cette peinture donc, les brosses qui sont assez fines et qui ont permis de faire les troncs d'arbres. Et dans le fond bleu, on voit une couche bleue par-dessus. En fait, après avoir tout à fait fini la composition, il a repeint en bleu le ciel pour décaler ce ciel. Et alors là, il est possible qu'il l'ait fait plus tard. C'est-à-dire qu'il peut l'avoir fait, pas en 36 ou 37, comme il est indiqué sur le titre, mais vraiment beaucoup plus tard. À la manière d'un nettoyage, mais par l'artiste. Donc les altérations, elles sont normales, elles sont liées au vieillissement des matériaux, aux manipulations. Donc on a dans les angles des usures de la toile qui vont jusqu'à la déchirure et donc la perte de matière. Des petites lacunes, ce qu'on appelle lacunes, c'est vraiment des pertes de peinture, où on voit la toile à travers. Et des petits accidents sur la face. Donc là, on a 3 petits trous qui sont liés à... Enfin, c'est normal pour une œuvre qui a été stockée de façon tout à fait artisanale aussi, et du coup avec quelques petits accidents liés aux manipulations. Donc on a fait des interventions dans les ateliers du musée qui sont tout en bas. Et qui sont tout à fait bien pour travailler, sauf qu'ils sont en bas, ils sont loin du reste de l'activité des musées, mais sinon on a pu faire toutes les interventions ici, ce qui est super, parce qu'on a un musée avec des ateliers de restauration. Donc là on voit la toile qui est face contre la table, avec des petits poids qui permettent de maintenir la toile. Et dans cette position, on a pu démonter le châssis et donc on voit la toile qui est désolidarisée de son châssis. Alors c'était le montage original, donc on a fait attention à garder tous ces matériaux originaux. J'étais obligée de démonter le châssis pour reprendre les déchirures qu'il y avait dans les angles, mais le remontage va se faire exactement comme il était, les trous aux mêmes endroits, et le châssis, il est consolidé dans quelques petits endroits, mais il garde toutes les traces qu'il avait. Donc là, on voit la toile, donc elle est un peu remise à plat pour cette opération-là, puisque en la mettant à plat, en fait, cela nous permet de reprendre les lacunes de toile qu'il y avait dans les angles. Donc là, on voit une incrustation de toile. Donc on a découpé une toile exactement aux dimensions de la lacune, et chaque fil est collé, fibre à fibre, pour reprendre ces déformations-là. Et ensuite, donc, on remonte la toile, donc d'abord avec des agrafes, ensuite les agrafes sont remplacées par des semences en cuivre, mais aux mêmes endroits. Et donc là, vous voyez côté face l'incrustation, donc en fait c'était tout ça pour quelques millimètres, mais ça compte pour avoir quelque chose qui semble absolument pas restauré.
Et donc après remontage, on a pu regarder un peu mieux le revers, et au nettoyage du revers, on s'aperçoit qu'il y a une inscription, et que l'inscription notait Soulage le 30-03-38. Donc le titre était 1936-1937, ce qui change parce que 2 ans près, à ce moment-là, ça peut changer, pour peut-être pas pour l'histoire de l'art en entier, mais pour la biographie de Soulage, quelques éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une de ses premières œuvres, il la nomme déjà avec sa date. Et donc il a quand même une continuité sur les titres de ses œuvres. Il aurait pu mettre Le Verger de M. Paul, mais il a mis uniquement la date. Donc voilà, côté face, les consolidations de toile, et les lacunes sont reprises avec des petits mastiques qui reprennent donc la trace des pinceaux. Puis les mastiques sont recouverts avec une peinture qui n'est pas une peinture à l'huile comme Soulage, mais une peinture de restauration qui pourra être distinguée par le restaurateur après, donc il verra très bien la différence entre l'original et la restauration, et qui pourra être surtout enlevée par le restaurateur pour être changée si besoin est. Donc cette restauration-là, elle est peu visible, elle est peu intrusive, mais surtout elle est réversible pour le suivant. Parce que là, on a bien conscience que on était les premiers restaurateurs à intervenir sur cette œuvre. Et évidemment, on sait que d'autres restaurateurs interviendront, donc on essaye de leur donner le maximum de facilité pour intervenir plus tard, le plus longtemps possible. Donc là, l'œuvre face et revers après intervention. Donc voilà, elle est présentée avec les premières œuvres. Et elle semble un tout petit peu plus solide qu'avant, parce qu'elle avait des petits problèmes de déformation qui la rendaient un petit peu fragile. Et là, elle a l'air fragile, mais elle est bien stable. Dans les années 40, Pierre et Colette arrivent à Courbevoie dans un 2 pièces. Et dans ce 2 pièces, une pièce est un atelier. Donc à cette époque-là, ils ont très peu de moyens. D'après les écrits, parce qu'eux ne m'ont jamais parlé, c'est la mère de Pierre qui fournit la nourriture et le père de Colette qui fournit le pain, qui vient de Sète. Peu importe, en tout cas, il est évident qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, et on le voit sur les œuvres. Donc là, c'est un châssis qui est rudimentaire. Alors, c'est aussi un petit format, petit atelier, petit format, grand atelier, grand format, et on le verra très bien plus tard. Donc c'est un petit format avec un châssis rudimentaire et une toile qui n'est plus tout à fait une toile de bonne qualité. Et à cette époque-là, on peut utiliser des toiles qui sont des vieux draps, sans en faire du support surface, c'est pas du tout l'objet, mais il utilise des toiles qui ont des bonnes qualités pour faire une toile, mais qui sont quand même, si possible, de la récup. Donc on voit que Soulage est encore un jeune artiste aussi, pas qu'il hésite, mais en tout cas il note et il documente aussi ses recettes. Donc là on a 2 cuillères de caséine plus H2O, enfin 2 HO, donc de l'eau, et un vernis à peindre Vibert. Voilà. Donc c'est un peu mystérieux comme ça, mais sur l'œuvre en fait, c'est une préparation à la caséine, et après on a plusieurs couches de vernis. Mais j'ai pas vraiment compris pourquoi il parlait du vernis au revers. Ouais. Plusieurs fois, en fait la fois d'après où j'ai trouvé une œuvre avec une note de formule, enfin une recette de préparation, c'est après en 1986 sur un autre noir qui est à Toulouse. Donc c'est quand même une pratique, à mon avis, une pratique qu'il a au moment où il innove, où il invente des nouveaux matériaux, où il cherche de nouvelles techniques. Donc voilà, une autre œuvre qui est au musée aussi de cette époque-là, c'est celle-ci, et ça c'est pour vous montrer plutôt matériaux pauvres, œuvre fragile. Donc cette peinture là dans le petit carré blanc dans le vert, c'est une lacune. L'œuvre était tellement fragile qu'elle se délaminait en dessous. Donc je vous montre comment on opère un petit refixage parce qu'on avait l'écaille. Et du coup, l'écaille après recollage. Là, une autre œuvre de cette époque-là, qui est aussi au musée, parce que le musée est très riche d'œuvres de cette période. Et je vous montre celle-ci parce qu'on voit au dos qu'on a un enduit blanc et on ne voit pas du tout la toile. En fait, il a utilisé une toile qui avait déjà servi, donc il a remployé cette peinture.
Et donc on voit sur la face une surface plutôt accidentée avec vraiment plusieurs couches de peinture. Et évidemment, c'est lié au remploi de l'œuvre. Plus tard, donc la décennie suivante, il est rue Schœlcher, donc dans le 14e, au 11 bis. C'est une adresse qu'on voit très souvent au revers de ces toiles. Donc on a de très belles photos de 54 où on voit Soulages, l'artisan, avec sa salopette, dans son atelier, avec ses pieds qui sont en fait du matériel de sculpteur. Et ça va très bien avec sa carrure. Et on voit que l'atelier est haut de plafond, il est beaucoup plus grand. En fait, il y a une mezzanine sur cet atelier-là. Ça lui permettra de faire des plus grands formats. Donc sur une photo comme celle-ci, moi je zoome tout de suite sur la table de travail, je regarde ce qu'il y a. Donc on en parlera à la photo suivante, encore mieux, vue de haut. Donc sur cette photo, c'est vraiment un régal pour quelqu'un comme moi. Donc on voit l'étoile préenduite, mais ça on le voit sur les œuvres très facilement. On voit des molettes de verre pour broyer les pigments. Donc ça veut dire que Soulages met lui-même le pigment en poudre dans l'huile. Donc c'est sa mixture, si on peut dire. Pourtant, il y a aussi des peintures en tube sur la palette. Donc il utilise les deux, la peinture industrielle, de la peinture prête à l'emploi et de la peinture qu'il lui-même met au point. On voit dans sa main donc des brosses larges, mais aussi déjà des spatules. Donc les spatules, elles peuvent être pour transférer la peinture qu'il prépare sur la palette, mais en fait très vite il va utiliser la spatule, et je pense d'un geste très naturel, directement comme un outil sur la toile. On a de belles images aussi de l'atelier, donc que ces photos aient été prises, c'est vraiment un signe que c'était une place importante et presque prépondérante, d'un point de vue presque graphique, je pense, dans l'atelier. Donc on voit très bien tous ces outils et sa façon de mélanger déjà cette pâte. Et sa façon de ranger après nettoyage les peintures près de la lumière. Donc sur ces images nous donnent ces informations techniques. Les œuvres, elles, nous montrent une peinture où on voit très bien la trace du pinceau, donc qui est vraiment très, très importante, et une succession de peintures. Je vous montre après une peinture de 49, pardon pour l'anachronisme avec 50, où en fait au revers on voit que la toile est une toile qui est pré-enduite. Donc il achète une toile déjà préparée chez un fabricant. C'est le début, et donc on est assez tôt finalement dans l'histoire de Soulages. Mais ça prend un coup. Je vais essayer de te le remettre des nouvelles. Le blanc, merci. Ben oui, ça marche. Et donc, donc on voit le revers de cette toile avec une préparation industrielle et un châssis qui est un châssis fixe, donc un châssis qui est les premiers prix des châssis, mais déjà industriel. Donc on est déjà sur quelque chose qui se professionnalise. Et je vous montre cette photo noir et blanc du premier lieu où l'œuvre a été exposée. Et donc c'est une maison Le Corbusier. Et du coup, cette œuvre a été le premier tableau d'une maison construite par Le Corbusier aussi. Donc c'est aussi toute une époque, et toute une époque aussi pour moi, parce que j'ai pu restaurer cette œuvre chez les mêmes propriétaires qui n'avaient pas quitté depuis 1949. Et en fait, c'était juste un accident, donc l'œuvre était en très 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 bon état, et à part cette petite coupure qu'il y avait dans la toile. C'est avant restauration, hein, parce qu'il avait été un peu repeint. En 49 toujours, donc on voit le même châssis, un châssis fixe, exactement les mêmes, donc même fournisseur, et aussi une toile préenduite, pas tout à fait la même, mais même genre, et une peinture qui est une peinture quand même assez pâteuse, épaisse. En fait, elle semble comme ça à cause d'une succession de couches. Donc je vous ai mis un petit bout de la tranche, parce qu'on voit très souvent l'empreinte de Soulages au revers des châssis.
très souvent, il a pas mal de peinture, surtout de noir, sur ses mains. Mais alors dans la lacune, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, la couche superficielle, sous cette couche-là, une couche verte, sous cette couche-là, une couche noire, et sous cette couche-là, la préparation. Et toutes les couches sont très opaques, donc ce n'est pas une succession de glacis qui pourrait permettre de donner une profondeur. C'est vraiment une recherche vraiment comme si la toile servait de palette. Donc la même zone après restauration. Donc on avance un peu, on est en 56 sur cette toile. Au revers de la toile, on aperçoit pour la première fois ce tampon, qui est un tampon de fabricant, donc qui atteste bien de l'industrialisation des supports de soulage. Et donc je reviendrai plus tard sur ce tampon. Et on a aussi l'apparition d'un nouvel outil dans la peinture, qui est la spatule, donc, qui sont des spatules en bois, en caoutchouc, qui permettent d'avoir des grandes plages lisses sur le fond strié à la brosse. Donc sur une autre œuvre de 56, qui est au Musée national d'art moderne, on retrouve bien cet aspect lisse donné par la spatule, et du coup les arrachages où en fait les couches sous-jacentes sont révélées par raclage, par ces racloirs, puisque soulage les appelle plutôt des racloirs. Et à nouveau, on voit ce tampon de ce fournisseur. De ce fournisseur, nous en parlerons plus tard. Puisque là, sur cette photo, on avait déjà une toile avec ce tampon de fournisseur. Mais donc, tout ça pour vous dire que ce fournisseur est important. Ce fournisseur, c'est Lefebvre-Freinet, donc le tampon dit couleur étoile extra fine Lucien Lefebvre-Freinet Paris, avec l'adresse rue Vavin, rue Bréa. À l'époque, il a un autre fournisseur qui s'appelle Adam, et donc ça, j'ai pas beaucoup trouvé moi de traces d'Adam, sauf au revers d'un châssis. Et en fait, c'est surtout et Édouard Adam et Pierre Soulages qui en parlent, mais moi, j'arrive pas à trouver vraiment une occurrence sur les œuvres, à part sur l'usage de certaines peintures. Et en fait, Adam, à cette époque-là, est un petit fournisseur de lessive. Et Soulages va chez lui acheter des brosses, en fait c'est de la peinture en bâtiment et de la lessive. Et en discutant avec lui, Soulages lui dit faites plutôt de la céruse, préparez vos toiles. Et il a vraiment incité Adam à fabriquer ses peintures. Puis Adam rencontrera d'autres gens comme Klein, et puis donc après Adam prend vraiment un parcours de marchand de couleurs. Mais Adam et Soulages disent la même chose. Au départ, c'était pas un marchand de couleurs fines pour artistes. Et c'est grâce à Soulages qu'il le devient. Donc sur ces œuvres, on a, donc ici c'est une restauration avant-après d'une zone, on a des altérations qui sont normales, les œuvres sont plutôt dégradées, sauf que comme l'épaisseur de la peinture est importante, on a certaines zones qui sont plus difficiles à reprendre. On a un grand moment très important dans l'œuvre de Pierre Soulages, c'est le transfert de l'atelier rue Galande. D'abord parce qu'il quitte Montparnasse, et donc quitter Montparnasse à cette époque-là, c'est quitter aussi des voisins qui s'appellent Artum, qui s'appellent... la liste est un peu trop longue pour qu'on en parle, aussi des fournisseurs qui sont des voisins. Mais par contre, rue Galande, donc il est au dernier étage de cet immeuble, avec cette photo récente qui vient de Google Maps. Mais du coup, à ce dernier étage-là, il a une double exposition. Donc là, je crois que l'atelier doit être génial, parce que donc on a d'un côté vue sur le chevet de Notre-Dame, et de côté vue sur un long dégagement avant de voir le premier immeuble, qui est un immeuble du 5e arrondissement. Par contre, on a un atelier, donc double exposition, donc très chaud l'été, très froid l'hiver, et quasiment impossible à chauffer. Et ça, on s'en rend compte un peu, donc on s'en rend compte en parlant avec Pierre et Colette Soulages, mais aussi, on le verra, ça a eu un impact sur les œuvres. Donc l'atelier est rempli de tableaux. Donc là, on voit la multitude de tableaux qui est derrière. Donc derrière les rideaux, on a des fenêtres. Donc en fait, il est obligé presque d'obscurcir les pièces tellement les fenêtres sont importantes. Et on voit cette profusion de toiles avec des châssis à clé. Donc c'est la première fois qu'on voit des châssis à clé.
Les châssis à clé, ils permettent d'avoir, en fait, en tapant dans les angles des châssis au dos, on peut retendre la toile. Donc ça permet de reprendre un peu les tensions des toiles et ça coûte beaucoup plus cher. Donc au moment où Soulage a des châssis à clé, il est évident qu'il a plus de moyens à investir dans ces toiles. Donc sur ces photos, les photos aussi sont un catalogue d'exposition. Donc au catalogue d'exposition en 1960 dans une galerie, on a un reportage photographique dans l'atelier de l'artiste. On n'a jamais vu ça à ce moment-là et c'est vraiment, alors il y a une super source pour nous, mais c'est vraiment incroyable à ce moment-là d'imaginer un catalogue d'artistes, un catalogue d'exposition avec cette technique mise en avant. Donc j'avais mis deux images pour qu'on voit les deux faces en fait de l'atelier. Le point de repère, c'est les échelles qui sont rangées derrière. Donc on voit vraiment les deux faces avec les fenêtres et des toiles partout, même contre la fenêtre, les unes contre les autres. Voilà. Alors les toiles. Ce sont des toiles, donc, comme je vous disais, avec des châssis industriels. Donc là, on voit un châssis marqué 100F, ça c'est le format standard, 100 figures. On voit une toile avec un tissage serré, ce sera des toiles. Les toiles vont légèrement changer, mais elles seront toujours pré-enduites. Et à ce moment-là, il achète des toiles en rouleau et qui sont déjà préparées. Quand on regarde à l'intérieur du châssis, je m'excuse pour cette très mauvaise photographie, on s'aperçoit qu'il y a entre la toile et le châssis un quart de rond. Je vous ai fait un super schéma. Un quart de rond, donc c'est une pièce qui fait un quart de sphère en profil. Un quart de rond en bois et en fait que Soulage met entre le châssis, le montant du châssis et la toile. Ça lui permet d'augmenter la distance entre la toile et le montant du châssis et il fait ça, donc on pourrait croire pour consolider des châssis mais ils sont déjà solides. En fait il fait ça pour augmenter sa distance. Au moment où il tire la peinture, ça lui évite d'avoir la marque du châssis, sinon on aurait en fait ces marques très visibles. Ça, c'est une pratique qui garde jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est plus tout à fait des quarts de rond, c'est encore mieux aujourd'hui. Mais c'est une pratique qu'il a mise au point pour lui, qu'il a transférée à d'autres artistes. Zawuki, par exemple, utilise exactement la même technique et elle vient de Soulage. Et en fait, qu'il garde vraiment longtemps. Quand il fait une toile, il prend la toile, donc elle est pré-enduite, il l'a choisie ici, et il commence à travailler au sol en mettant les sous-couches. Donc une sous-couche, par exemple ici, blanche ou ocre, qu'il applique comme ça à la spatule, comme on le voit faire ici avec Veillant qui est sur les côtés. Et il commence son travail à la spatule. Donc là, si on regarde la planche de travail, qui est devenue un tronc, en fait, avec une grande plaque, on n'a plus de tube de peinture. On a quasiment plus de pinceaux, on n'a que des grandes brosses et des racloirs. Et de la peinture en pâte faite. Et tous les outils, en fait, ces racloirs qu'il a fabriqués qui sont au sol. Et donc, à la brosse, il passe ces grandes stries noires avec un médium qu'il a mis au point avec une huile pré-essiccative qui garde bien la trace de la brosse, parce qu'une brosse fine pourrait se napper après. Nous, ce qu'on cherche en peinture de bâtiment, quand on repeint sa chambre, on essaye de ne pas avoir la trace de la brosse et on espère que tout se lisse bien en séchant. C'est exactement l'inverse que Soulage cherche et il arrive à avoir cet aspect-là. Essayer d'avoir ça, c'est assez difficile en fait, donc de garder vraiment la trace de chaque poil de brosse. Donc c'est un tour de force technique de l'avoir mis au point. L'ensemble de ces peintures est présenté donc à cette fameuse Galerie de France qui avait publié ces reportages photographiques en guise de catalogue. Et donc on retrouve ces peintures par contre, et là malheureusement je connais bien ces peintures. Donc on a pour cet ensemble d'œuvres, donc pas pour toutes, heureusement, mais pour une partie, des dégradations qui sont liées aux matériaux intrinsèques à l'œuvre. Donc cette peinture du musée de la ville de Paris, vous voyez la face et le revers, donc on voit la technique très bien avec les stries qui paraissent grises et en fait tout ce qui est tiré au racloir avec une matière différente, noire, mais en fait la technique de racloir est si importante qu'il a tellement tiré qu'on voit au revers en fait toutes les déformations qui sont liées à cette tension. Et donc ces tensions créent des tensions dans la peinture
qui, au fur et à mesure du séchage, va jusqu'à la rupture, et donc ici jusqu'au décollement. Et donc on voit donc le jaune, c'est en fait à l'intérieur de la lacune, à l'endroit où ça se décolle. On voit très bien en dessous une préparation blanche, la préparation blanche intacte, et la peinture au-dessus est intacte aussi. En fait, à l'interface, on a quelque chose qui se décolle. Donc elle datait de décembre 59. Ici, on est en avril 59. La peinture est au musée de Saint-Étienne. Donc on voit au revers aussi la tension de la toile visible et des lacunes, enfin des soulèvements qui laissent apparaître aussi la préparation. Donc une peinture un peu plus cassante. Donc cette peinture a été restaurée en 2007 à Versailles. Cette peinture qui est à Düsseldorf, donc que j'avais vue en 2004, c'est donc mon premier, mais pas des moindres, puisque là les altérations étaient vraiment très importantes, et on voit très bien aussi la préparation qui est absolument intacte en dessous. Je vous en montre encore un. Alors celui-ci, il avait été complètement rentoilé, c'est pour ça qu'au dos c'est un peu bizarre. En fait, le restaurateur avait imité la signature de Soulages. Et quand Soulages a vu ça, il était furieux, donc lui, il a barbouillé la signature non autographe pour lui-même écrire, signer et dater l'œuvre. Il faut dire que l'œuvre appartenait à Soulages au moment où le restaurateur a fait ça, donc c'était un effet pas très malin. Et donc on voit un soulèvement dans cette zone-là. Donc un soulèvement ici en 2007, restauré, et puis là en 2015. Donc voilà, des clivages qui sont difficiles à reprendre, et donc ce sont les peintures que j'ai pu traiter, donc qui vont de novembre 58 à mars 60. Mais les clivages existent aussi chez d'autres artistes, et donc un peu pêle-mêle. Paul-Émile Bordua, c'est un artiste qui vient du Canada. Zawuki, dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Paul Oriopel, John Mitchell, Olivier Debré, Georges Mathieu, Carré Lapelle, tous ont un point commun, le Fèvre-Foinet, donc que vous connaissez maintenant, qui est leur fournisseur de matériaux à Montparnasse. La liste des artistes qui sont fournis chez le Fèvre-Foinet serait considérable, parce que le Fèvre-Foinet est l'institution, depuis la première école de Paris, et du coup la deuxième évidemment aussi. C'est l'institution de Montparnasse qui fournit les artistes en matériaux. Donc il fournit surtout, Soulages en tout cas va chez le Fèvre-Foinet, qui était très cher, hein, c'était vraiment beaucoup plus cher qu'Adam par exemple. Il achète chez le Fèvre-Foinet des préparations à la Cérus, qui sont des préparations grasses, qui permettent d'avoir une peinture à l'huile qui ne devient pas mate en séchant, puisque l'huile reste plus dans la peinture. Et évidemment, garder la brillance intrinsèque, c'est très important pour Soulages. Donc, comme nous avons les moyens, on a fait des analyses, mais c'était le mémoire. On a fait des analyses après. Ce serait génial de pouvoir faire des analyses systématiques. Mais déjà on a pu pas mal travailler sur un corpus d'une dizaine d'œuvres. Quand même, c'est super. Donc là, on est en coupe stratigraphique. Donc, on voit toutes les couches de la peinture. La première couche, c'est la couche de préparation. Ensuite, on a la sous-couche et après, la couche noire. Après, ça continuerait, en fait, l'échelle est vraiment microscopique, hein, donc ça continuerait. Mais on s'approche encore, dans ce petit carré rouge. Et donc à l'interface, parce que c'est ça qui était intéressant, parce qu'on voyait que la préparation était vraiment parfaite, à l'interface de la sous-couche et de la préparation, on voit, donc pour la couche appliquée par Soulages, des grains qui sont très, très ronds, et pour la couche de la préparation, cette forme en forme d'aiguille. De toute façon, mécaniquement, le comportement d'une peinture comme ça, granuleuse, sur quelque chose de lamellaire, la mécanique va entraîner de toute façon un comportement différent. Mais la chimie s'en mêle, parce que dans cette couche de préparation, on a trouvé ce qu'on appelle des carboxylates de plomb. Donc c'est un savon de plomb, et en fait, on presse un peu de la chimie, mais le savon a un comportement mécanique très comme du savon quand même. Donc c'est-à-dire qu'il est très souple et très ductile. Alors que la peinture à l'huile, elle, en vieillissant, n'est pas souple et devient de plus en plus cassante. Et le savon, lui, en vieillissant, peut saponifier et prendre l'huile de la peinture à l'huile, qui va devenir de plus en plus cassante, et le savon, lui, de plus en plus souple. Donc on a quelque chose qui s'entraîne comme ça, avec une sous-couche qui devient de plus en plus grasse, et la couche supérieure qui devient de plus en plus maigre. Et donc ce vieillissement qui est génial en propriété, parce que
on a quelque chose qui rajeunit en sous-couche, donc d'un point de vue, enfin, il y a un côté génial. Pour les peintures, c'est une vraie catastrophe parce qu'en plus, on ne sait pas comment arrêter le phénomène et il est vraiment lié à l'huile en présence. Donc, on est en train d'appeler ça dans les publications internationales la Montparnasse disease, la maladie de Montparnasse. Dans le fel du soulèvement, on injecte, soit c'est à la seringue, soit c'est au pinceau, peu importe. C'est un peu en fonction de la sensibilité de la peinture. Après, j'utilise des petites spatules en silicone pour raplanir, pour rabattre en fait l'écaille. Quelquefois, j'utilise du coton. Enfin, en fait, je m'adapte toujours à l'œuvre. Donc, j'invente un peu tout le temps la façon que, voilà, mon savoir-faire en fonction de la sensibilité des peintures, parce que certaines peintures sont sensibles à certains solvants, à certaines chaleurs. Elles ont toutes leur sensibilité à part. Et donc, dans une zone comme ça, ça c'est une peinture du 20 décembre 59, voilà comment ça fait. C'est-à-dire qu'on voit après encore l'endroit où on a eu la cassure, mais par contre, l'écaille est remontée. Donc, sur ces toiles de Fefrenet, on découvre depuis quelques années, et donc nos problèmes ne sont pas terminés, une autre problématique qui est la reliquéfaction des huiles. Donc là, c'est une nouvelle boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir à nous, donc, qui ne concerne pas du tout uniquement Soulages. Mais là, sur un tableau donc, de Toulouse, on voit sur le tableau, si on regarde la face, la peinture est prise en lumière rasante, un peu à dessin, pour vous montrer les déformations qu'il y a sur la toile. Donc on a des déformations qui ne vont pas jusqu'au bout de la toile, qui s'arrêtent à 3 cm, et après qui s'arrêtent aux arrachages de peinture, et qui sont des ondulations comme ça de chaque côté. C'est une altération qui est liée à la technique de la peinture et pas à la tension de la toile. La toile est très bien tendue, n'a pas de défaut. Et en fait, c'est la peinture noire qui tire. Et au revers de la toile, on a une toile qui n'a pas du tout de traces de tirage d'aplat, pas du tout de traces d'huile, contrairement aux autres peintures. Et en fait, la toile est complètement imperméable. On a sur ces peintures-là donc des soulèvements, bon, classiques. Ça va. En revanche, on a des coulures comme ça. Et des coulures comme ça, à cette époque-là, chez Soulages, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en altération, parce que je connaissais bien les peintures de 59, et je trouvais ça vraiment bizarre qu'on ait une coulure comme ça. C'est quelque chose qui lui arrive plutôt avec un médium fluide, mais pas du tout à cette période-là. Donc j'étais un peu étonnée, et en faisant un constat d'état, j'ai trouvé 96 coulures sur l'ensemble de la peinture, que j'ai donc mesuré chacune d'entre elles. J'avais fait des petites coordonnées pour chacune d'entre elles pour mesurer l'évolution. Et de toute façon, en comparant des photos, donc les premières photos ne sont pas prises pour les coulures, donc c'était un peu difficile, mais quand même on voit bien entre une photo de 2004 et une photo de 2013 que les coulures sont très différentes. Bon, j'ai un autre tableau de 1960, donc là c'est une photo de 90, et là c'est une photo de 2013. Donc on voit un aplat où tout se passait bien, puis on a des coulures qui sortent. Et un tableau, ça c'est pour... c'est horrible. C'est le tableau que je suis en train de traiter, mais bon, j'y vais pas trop souvent, qui est en Finlande. Et donc là, c'est le pire des tableaux que j'ai jamais vu. J'ai pas mis les photos des pires. Donc on a des soulèvements comme ça et on voit la préparation impeccable en dessous, avec la peinture qui vraiment vit sa vie et des coulures aussi. Donc là, c'est très bizarre parce qu'on a une peinture qui coule, qui est molle et vraiment qui s'est ramollie, et en même temps qui se décolle et qui est très cassante si on la manipule. Mais comme je vous le disais, c'est pas le seul cas. Donc en ce moment, beaucoup d'études sont faites. Les Américains, les Hollandais sont sur le dossier. Et parce que toutes ces peintures sont conservées dans le monde entier avec les mêmes altérations. Elles ont un point commun, elles sont toutes fabriquées à Montparnasse dans les mêmes années. Pas tout à fait exactement les mêmes années, mais les préparations sont exactement les mêmes. Et donc moi qui ai regardé, pas la face, mais le revers des toiles, j'ai trouvé exactement les mêmes trames et les mêmes traces d'induction au revers des toiles. Donc on a exactement les mêmes rouleaux, en fait, c'est sorti de la même usine. Donc à Tampere, en Finlande, voilà le travail qui est en cours, c'est-à-dire que une des difficultés pour ces écailles-là, c'est de dérouler la peinture qui en fait a grandi. Du coup, on a trop de peinture par rapport à la surface. Et
du coup, bon, voilà, le travail est en cours et on espère avoir de bons résultats déjà sur les analyses pour comprendre un peu mieux ce phénomène de saponification, oxydation, qui est très très chimique. J'espère que ça va, on va passer aux années 60, c'est mieux. Donc au milieu des années 60, le médium de soulage devient plus fluide. Donc les peintures n'ont plus cet aspect très, très tendu des peintures des années 50. Et elles sont beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides et beaucoup plus grandes aussi. Donc évidemment, l'atelier de la rue Galande permet ces grands formats-là. Et on comprend bien que dans le premier atelier de la rue Schœlcher, ou encore le premier de Courbevoie, ce n'était pas une question de personnalité de soulage, c'était une question de moyens. Et donc voilà, le liant se fluidifie. On garde quand même la trace de l'outil, mais beaucoup plus ténue. Et donc les châssis sont toujours des châssis à clé. On a toujours très souvent les garde-ronds, mais enfin très souvent au début des années 60, puis ils disparaissent au fur et à mesure. Et en fait, il n'a plus besoin des garde-ronds quand il fait cette peinture fluide, puisqu'il y a beaucoup moins de pression au moment de l'application. Pour cette époque-là, on a des très belles photographies de Paris Match. Donc ça devient, enfin, j'adore. Et donc on voit Colette dans l'atelier qui joue parfaitement son rôle. C'est très amusant. Ça doit tellement pas être la vérité en plus. Donc, du coup, on voit aussi que Pierre Soulages fume, ce qu'on ne voit pas souvent en fait. Donc voilà, on voit très bien l'aspect très fluide et très brillant en fait à l'application en tout cas de cette peinture. Donc à ce moment-là, Soulages a besoin d'une préparation blanche parfaite qu'il va à peine retoucher, enfin vraiment très ponctuellement, mais en principe il garde la préparation très visible pour appliquer ses formes. Et donc on voit là, il fait sa pause cigarette, c'est évidemment pas un Soulages qui est sur la toile. En revanche, on voit que dans l'atelier, au dos, on voit le dos d'un tableau qui s'appelle 29 juin 53, donc celui-ci, qui est toujours dans la collection des Soulages jusqu'à, d'après mes sources, je sais pas, peut-être que récemment ça a changé. Et donc c'est assez amusant de voir que là, il n'a plus une multitude de toiles dans l'atelier, mais il garde encore quelques toiles. Parce que longtemps, les Soulages ont été les plus grands collectionneurs de Soulages. C'est toujours le cas ? Ouais. Bah alors toujours. Sur la photo, on voit aussi quelque chose qui, moi, m'intéresse. C'est un carton Coronil qui est une des premières peintures alkydes, ou des peintures synthétiques. Et Soulages a utilisé des médiums synthétiques. Alors, c'est pas parce qu'il a un carton Coronil qu'il a utilisé du Coronil. Il a un carton Coronil parce qu'il se fournit chez Adam et que Adam fait des peintures pour le bâtiment. Mais quand même, on peut avoir, on reconnaît plus du tout les marques Le Franc-Bourgeois et tout qu'on voyait sur certaines photos avant. Donc la technique, de toute façon, il a utilisé des peintures de bâtiments, il a utilisé des peintures synthétiques ponctuellement, et si ça lui a plu, il a continué les techniques. Donc voilà, une peinture de 63, en général, on a des petits défauts, c'est-à-dire des petites craquelures en surface, comme ici. On voit, enfin voilà, on a toujours des châssis à clé, de bonne qualité, et une peinture qui peut avoir quelques défauts de séchage en fait, parce que le noir reste une peinture qui est difficile de faire sécher. Et on a, donc là sur cette peinture de 67, des coulures, mais ces coulures ne sont pas une altération, ces coulures sont constitutives. Ce que je vous disais tout à l'heure, en 59 il n'y a aucune coulure, mais en 67 ça fait partie de l'œuvre. Et en altération qu'on peut retrouver, on peut avoir des décolorations du liant. Donc celle-ci par exemple dérange beaucoup les Soulages, où normalement on passerait du bleu au blanc, et là on passe par un jaune qui change complètement l'aspect de l'œuvre. Je vous ai pas mis une image totale de l'œuvre, mais vraiment c'est pas joli. 68, donc ce tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, 14 mai 68, donc qui a fait l'objet de plein de questions à Pierre Soulages, parce que qu'est-ce qu'il faisait à Paris dans le 5e arrondissement en mai 68 ? De la peinture. Et donc on voit les traces d'huile en verre, voilà, sa signature, la préparation impeccable en fait. Éventuellement il repasse une couche de blanc sur la préparation avant de repeindre, mais
vraiment impeccable. Et là, un accident. Donc, réflexe bête, enfin non, c'était bien comme réflexe, mais voilà, en fait, on a la trace vraiment de l'impact de la main du visiteur qui est tombé dans la toile. Donc, l'impact est assez violent parce qu'il a déchiré les bords, c'est un grand format, et en fait, ça a détendu toute la toile. Donc ça, c'est avant. Après la reprise de déformation. Et après, en fait, on voyait il reste juste un léger fell qui est lié à l'éraflure dans la zone. Et du coup, il fallait juste retoucher, mais c'était difficile parce que c'était vraiment satiné. Mais du coup, j'ai juste retouché la petite éraflure. Voilà. Je passe dans le nouvel atelier de la rue Saint-Victor. Je suis désolée, je ne vous ai pas mis de photos. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai pas mis. En 79, c'est des outres noirs, donc. Je ne reviens pas sur, je pense que tout le monde connaît ici, sur ces peintures qui sont monochromatiques, monopigmentaires, et qui, là pour le coup, pour les outres noirs, il a un nouveau médium. En fait, il a été obligé de reprendre son médium d'avant et de le remettre à jour pour garder bien la trace de l'outil. Donc, pas de problème de conservation sur ces œuvres. Donc ici, on a un accident, survenu dans les salles aussi. Centre Pompidou, il y a beaucoup de monde. Et donc, pareil, alors là, il était en plein milieu de la toile, donc pas très accessible. Donc après, la retouche, une fois qu'on a repris la déformation. Dans les années 80, le médium devient beaucoup plus aléatoire parce qu'il fait beaucoup d'expérimentation. Et on a des images de cette fameuse gouttière. Moi, je ne pensais pas que c'était une vraie gouttière quand je lui disais ça, mais c'est une vraie gouttière dans laquelle il met des pigments en poudre et il les renverse sur la toile. Donc on le voit ici dans son atelier A7. Depuis 1959, il a toujours son atelier A7. Et une peinture avec un médium qui garde bien la trace, avec une série de toiles avec une préparation bleue. Donc on le voit ici dans la lacune de la strie, vous voyez en plein centre. Dans le petit accident, on voit du bleu qui vient en dessous. Donc en fait, le bleu va lui permettre de donner des effets de bleu dans d'autres zones. Et comme ici, sur cette peinture de 80, sur la face, il n'y a aucun bleu qui est visible, mais au dos, on voit pas mal de traces de bleu. Sur ces œuvres, quasiment pas, quelques petites craquelures, mais pas grand-chose. En revanche, ce qu'on peut avoir, comme sur cette peinture de 84, c'est des problèmes de modification de surface qui sont liés à des mauvaises conditions de transport. Donc ici, c'est une ligne qui est... En fait, on avait un quadrillage sur toute la toile. Je ne peux pas vous montrer, c'est des collections privées, du coup, je ne montre pas l'ensemble des toiles, mais donc là, on avait tout l'outre noir qui était quadrillé en fonction de l'emballage. Voilà, les transports aériens sont vraiment hasardeux. Et donc cette peinture qui appartient au musée Fabre et qui a été exposée ici, qui après son transport et après son accrochage apparaissait très déformée. J'étais obligée de la montrer. Et donc là on voit au moment de l'accrochage un problème de tension, et évidemment sur des peintures comme ça, un problème de tension est inacceptable. Bon, on a fait ce qu'on a pu. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps, c'était quelques heures avant l'ouverture du musée, et la solution qu'on a trouvée avec tout le monde, en fait, c'était de suspendre le centre du polyptyque. Voilà. Alors, en général, les outres noires nous donnent donc éventuellement les grands formats des problèmes de tension, mais en général, ça se passe bien. À partir d'un certain moment, des années 90, je crois, il utilise des toiles synthétiques en polyester qui n'ont plus du coup de variation en fonction de l'humidité. Et donc ce qu'on trouve comme altération, ce sont des problèmes de surface qui seront liés à des empoussièrements qui restent dans le vernis, ou sinon à l'huile qui fait des petits blanchiments en surface. Donc c'était le cas ici aux abattoirs. Et des petites craquelures. Donc là, je vous montre comment on fait une reprise en injectant l'adhésif à la seringue. Et après, évidemment là, on ne peut pas toucher la surface de l'œuvre sans faire une trace. Donc c'est assez exigeant comme surface. Voilà, dans les années, donc là on est en 90, la technique évolue toujours en fonction des œuvres. Je vais passer un petit peu, vous voyez toujours les traces des mains, donc toujours un peu noir. Je passe un peu, parce que dans le principe, en fait, on a la même chose.
Et puis le temps file, et donc je vous montre les outils. Il a gardé les outils, les vieux outils, alors qu'il en fabrique toujours des nouveaux. Donc voilà, il est quand même... Et on voit le peigne qui permet d'avoir certaines stries. Et on a le photographe de ces photos, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les... Ah bon, pardon. Sur un film de Lina voilà, c'est juste un reportage. On voit comment il fait des grands formats avec son petit pont. Et là, c'est une vidéo donc, plus récente, parce que donc, après 2004, Soulages passe à l'acrylique. En fait, il veut pouvoir faire des peintures épaisses, et des peintures épaisses à l'huile, de toute façon, ça finira, comme dans les années 59, ça finira par craquer. Et du coup, en tout cas, il en a peur parce qu'à ce moment-là, il découvre aussi pas mal d'altérations de ses peintures. Et du coup, un des moyens, c'est de passer à l'acrylique. Mais du coup, l'acrylique permet d'autres possibilités, et du coup, les peintures de Soulages changent complètement avec ce passage à l'acrylique. Donc là, on le voit avec tous ces pots d'acrylique. Donc c'est l'acrylique Golden, qui est fabriqué en Amérique. Et du coup, on voit dans ce film vraiment cette profusion d'essais de peinture acrylique, et il est en train de mettre au point, enfin en 2014 c'est au point, mais il a complètement changé en passant à l'acrylique en 2004 ses peintures, mais vraiment il a inventé aussi une façon de faire l'acrylique très très différente. Donc on voit son atelier avec les vieux outils, mais qui vont servir de façon tout à fait différente. Et donc les toiles, c'est une toile de polyester, donc là vraiment, il les a testées en faisant des cycles dans son frigidaire, sorti du frigidaire, mis au soleil plusieurs fois, et après, son lot de toiles, il les a cassées contre un angle de table pour voir laquelle était la plus résistante. Donc il a fait cette sélection, il n'y a qu'un restaurateur pour avoir des idées pareilles sinon, donc c'est assez étonnant. Et il a sélectionné comme ça la toile la plus performante. Et il a retrouvé cette petite pratique, pas du quart de rond, là, mais il a rajouté un chanfrein entre la toile et le montant du châssis. Donc la tension revient au moment où il applique sa peinture. Donc sa peinture, elle ressemble à ça. C'est une peinture épaisse, une sous-couche mate, recouverte d'une couche super fine, brillante, et qui fait ses effets, donc on connaît des peintures. C'est magnifique, c'est une façon de faire incroyable. Malheureusement, quelquefois, le séchage est trop rapide, et du coup, on voit des petites bulles de séchage qui sont liées à l'organisation des tensioactifs autour. Donc là, c'est lié au matériau vraiment, à l'acrylique, aux tensioactifs de l'acrylique. Et quelquefois, ça peut être un peu visible. Mais ce n'est pas une altération, puisque c'est vraiment lié au séchage de l'huile. Et alors, quelquefois, des transports créés sur ces œuvres qui sont très, très, très jeunes, des choses un peu bizarres, comme ici, une brillance très localisée. Donc, on reprend un peu, enfin là, avec des outils de maquillage, pour le coup. On n'a pas du tout de recul sur de l'acrylique utilisé en épaisseur, parce que Soulages est le premier à le faire. Et du coup, on ne sait pas du tout quel transport préconiser, est-ce qu'il faut telle humidité ou pas. Donc voilà. Je pense que du coup, ces innovations en peinture nous donneront l'occasion, nous, restaurateurs, d'innover beaucoup en conservation et en restauration. Voilà, j'ai fait un petit marathon pour essayer de tenir dans un temps un peu correct. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Je vous ai des questions à poser. Moi, je peux juste te dire une chose, c'est que déjà, avec Amandine, de revoir les débuts du musée il y a 3 ans, et puis de te revoir en train de travailler, etc., ça rappelle vraiment des super bons souvenirs. Et puis, la chose qui est importante aussi, c'est que tout ce qui concerne la vie d'une œuvre, c'est extrêmement important. Et que le travail que fait Polly, il est remarquable. D'abord, il est remarquable intellectuellement, remarquable par tout ce qu'elle a trouvé. Puis à la fois, c'est extrêmement utile pour les musées. J'ai juste un exemple à vous donner. Avant d'être ici, j'étais au salle d'œuvre.
Et je traitais plutôt des problèmes de conservation, de faire restaurer des œuvres de Chessac. Et Chessac, il est le premier à avoir utilisé, parce que sa femme était institutrice, et donc elle lui filait tout le matériel qu'ils avaient à l'école primaire de Sainte-Florence. Ils utilisaient des feutres Bayard. Ça n'existe plus les feutres Bayard. Et Grillard. Non, Bayard. Des feutres. Non, enfin les feutres Bayard. Et en fait, c'était des feutres à l'alcool. Et c'était un problème pas possible parce qu'effectivement, cet alcool arrivait était donc volatile, dissolvait les pigments, et on ne sait pas, maintenant, à cette époque-là, dans les années 60, et on ne sait pas comment restaurer ces choses-là. Et on a réussi quand même progressivement à trouver des solutions, parce qu'on est allé dans l'atelier de Chessac, où il restait encore tout son bordel et tout ça, et en particulier ses feutres. Et avec Annie Chessac, on a retrouvé les moyens pour nous aider. Donc, ça peut paraître, c'est pas du tout secondaire, c'est très très important de connaître la technique. Et puisqu'on parle effectivement des techniques particulières, un des trucs les pires que j'ai eu aussi dans un musée dont je m'occupais, c'était les chiures de mouches. Les chiures de Debré. Debré, il appelait ça des chiures. Il appelait ces chiures, c'était tout simplement ces chiures, c'était simplement le tube directement sur, il appelait ça les chiures. Et impossible parce qu'évidemment c'était de la peinture non préparée qui sortait directement du tube. Et puis évidemment pour restaurer ça, et Rouge Toulouse en particulier, c'était très dur à restaurer. Donc le travail à la fois des restaurateurs. Je vous signale d'abord que les restaurateurs, il n'y a qu'en France qu'il y a des restaurateurs, puisque en Angleterre, aux États-Unis, ce sont des conservateurs. C'est vrai, c'est pas vrai. On dit conservateur. On dit conservateur. Ouais, conservateur. Hein. Et nous, on fait plutôt des curators. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ultra important. On a la chance, en effet, au musée, d'avoir des locaux qui sont quand même très bien équipés. D'avoir Amandine qui fait ce travail remarquable aussi pour la conservation des œuvres. C'est une lutte contre le temps, quoi. C'est une lutte de Sisyphe, mais c'est super important. Voilà. Donc moi, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas. Donc merci pour... Voilà. Vous avez plein de questions, je suppose. Michel, tu as des questions? Oui, ben, je voulais juste savoir... Parce qu'à quelle époque il avait utilisé des préparations grasses, parce que on voit là les préparations au sabre assez rudes, et sur ces toiles, c'est vrai, la toile 68, on voit ces préparations grasses. Et est-ce qu'il a toujours gardé ça ou... Ah non, alors il utilise beaucoup de préparations grasses pour les peintures à l'huile de toute façon, grasses ou semi-grasses, enfin pas toujours très grasses. C'est-à-dire que les peintures qui posent problème, c'est des très grasses. Il y a 3 couches de céruse, donc celles-ci, elles sont tout à fait imperméables et vraiment très grasses. Et il est obligé de les dégraisser au savon noir. J'ai passé un peu ça parce que sinon on parlerait que des années 50, on parle des heures. Hein, mais du coup... Il était préconisé d'ailleurs, de dégraisser. Oui, il dégraissait. En fait, il était ami avec Rostin, qui est un restaurateur de peinture au Louvre, qui lui a dit il faut que tu dégraisses les préparations, sinon tu auras des problèmes. Et du coup, il faisait ça comme il fallait faire en fait. On a un lot de peintures qui posent problème, mais c'est pas un problème. Enfin, les préparations grasses peuvent poser problème si elles sont trop grasses, mais là on a un lot de peintures qui est vraiment qui n'appartient que à cet endroit de Montparnasse dans ces années-là, entre 53 et 64, en fonction de qui a acheté quand le lot. Mais c'est un lot. Et ça reste quand même un problème, les préparations grasses pour les... Mais il y a plein de toiles, la majorité des toiles va bien. Hein. Moi, j'ai travaillé sur celles qui posent problème, j'en ai présenté combien? Il y en a 15 ou... Dans la liste, enfin il y en a une vingtaine maximum. Et à cette époque-là, il a peint 200 tableaux ou quelque chose comme ça. Alors, je me rappelle, pour avoir acheté des toiles du commerce préparées, c'est vrai que c'est des toiles qui sont très peu adhérentes, donc c'est très peu poreux, c'est vrai que c'est pas des très bons supports. Mais ça dépend de ce qu'on utilise. Il faut une huile encore plus grasse sinon, donc on s'en sort plus après en séchage. Il y avait des problèmes de séchage aussi.
à ce moment-là, c'est-à-dire que on a retrouvé, c'est Julie Verlaine que j'avais rencontrée, qui est une historienne d'art qui a parlé ici, je pense, Julie, qui a travaillé sur les galeries et les collectionneurs. Et elle a retrouvé dans la correspondance d'une galerie un échange de lettres qui disait « Les toiles ne sont pas sèches » à propos de Soulages. Les toiles ne sont pas sèches, on attend pour vous les envoyer. Donc les œuvres étaient exposées et il ne fallait pas les toucher, elles n'étaient pas sèches. Et parce qu'il y a ces problèmes-là derrière, c'est quand on a quelques mois pour préparer une exposition et que voilà. Et c'était le problème à la Galerie de France. Et aussi, du coup, je l'ai évoqué mais pas dit, il faisait très froid dans l'atelier de la rue Galande. Et les peintures qui posent problème datent surtout de décembre 59. Ça commence en novembre en fait et ça se finit en mars 60. Mais il fait très froid cette année-là, j'ai regardé du coup les relevés météo, il fait très très froid cette année-là aussi. Donc on a un peu, il fait vraiment très froid et très humide dans l'atelier. Et ça, probablement, ça a fait aussi, ça a joué encore plus. Parce que en fait, ça fait quand même, on ne trouve plus maintenant, ça fait assez longtemps qu'on ne trouve plus de préparation de graphe pour l'histoire. Ben non. Non, aussi on en trouve, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps chez Sebelier. On en trouve, mais d'abord c'est super cher, alors qu'à l'époque c'était pas un produit de luxe comme ça. Et puis c'est pas la céruse, donc c'est pas les mêmes qualités, c'est pas aussi souple qu'une toile à la céruse. Parce qu'à la céruse, pour le coup, on ne trouve plus. Ah oui. Oui. C'est de 1905. Chez Sport, c'est de 1953 à 65. Non, chez les artistes qui ont cette problématique-là, ça commence en 53 chez Riopel. En fait, le problème n'est pas lié vraiment que à la technique de Soulages. Et du coup, dans le corpus qui pose problème, c'est Riopel 53, par exemple, Carrel Appel c'est 61, comment il s'appelle, Mathieu c'est 57. Bon, voilà, chacun a son année. Chez Soulages c'est 59-60. Oui, ça lui est arrivé d'utiliser. Moi, sur une toile de 59, j'ai trouvé un châssis Adam, mais par contre, la toile, je pense que c'est le même rouleau. Les châssis peuvent changer ponctuellement, mais c'est assez difficile. Enfin, moi, j'essaye de faire des relevés à chaque fois de la trame de la toile pour essayer de retrouver une trace. C'est pas toutes exactement les mêmes toiles. Et quelquefois, je trouve le tampon le fait faner, mais pas toujours. Donc voilà, moi j'essaye de tracer un peu ça, mais c'est pas exhaustif et c'est que les cas que je vois. Je vois jamais je vois plus rarement les toiles qui vont très bien. Je les vois un peu parce que je fais des constats d'état, mais je les vois plus rarement. Et du coup, j'ai du mal à aussi distinguer des tableaux qui vont bien, des tableaux qui vont mal. Moi, je vois que ceux qui posent problème. Oui, mais si ça se trouve, c'est le même fournisseur tout le temps. Il y a un exemple qui n'a aucun rapport, enfin qui en a quand même un, finalement. C'est dans les années 80, quand on a fait les maisons, on a utilisé les mastiques. Toutes les maisons de la fin des années 70, au début des années 80, on a utilisé des mastiques qui étaient soi-disant révolutionnaires. Et ces mastiques-là, il n'y a rien à faire, ça coule. Hein, et il y en a plein en Aveyron. Et alors, je ne sais pas, alors c'est étonnant parce qu'il y a de la coulure. Alors la question, c'est peut-être la question de culture, je ne vais peut-être pas la poser. Mais ces coulures, il y a la coulure, il y a la bille qui coule. Comment on peut les soigner en fait? Parce que bon, je veux dire par exemple, je vois Mathieu, l'œuvre de Mathieu c'est les explosions, mais c'est de la peinture, mais quand on voit ces coulures qui partent dans l'autre sens, c'est terrible. Alors est-ce qu'on peut réduire déjà la petite bille d'huile, enfin de matière qui descend? Est-ce qu'on peut arriver à nettoyer ça? Alors on y arrive, alors ça dépend des coulures, on y arrive sur le tableau que j'ai présenté là où on voyait la photo 90-2013. On a enlevé la coulure facilement en fait, mais parce que la peinture en dessous était assez sèche. Pour celui des abattoirs, la coulure est mélangée avec la matière, donc c'est plus compliqué parce que la matière est poisseuse elle-même et du coup c'est plus compliqué. Mais on peut le faire, par contre ce qu'on n'arrivera jamais à restituer, c'est l'épaisseur de l'empattement qui a perdu sa matière. Et l'empattement, lui, il s'est vidé complètement de sa substance, il est devenu plat, il est devenu... voilà. Et ça, c'est perdu. Et du coup, ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est qu'on arrête... c'est qu'on arrive à stabiliser les peintures et au moins que ça s'arrête. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel est
la bonne humidité, la bonne température, le risque lié au confinement ou pas, ce qu'il faut les exposer. On ne sait pas arrêter. Donc on les met à plat, mais alors c'est ce qu'on a fait à Toulouse, on l'a mis à plat. Donc on lui a fabriqué un étui spécial à l'abri de la poussière, mais moi je voulais pas l'enfermer, je voulais pas qu'il soit confiné parce que je voulais pas qu'il y ait des vapeurs parce que les matériaux sont en train de bouger. Donc un confinement pourrait être pire. Enfin, c'est mon hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, si ça se trouve, c'est pas une bonne idée. Réserve, donc comme ça prend une place folle, parce que un soulage à place, il faut avoir une réserve immense. Donc du coup, il est tout en haut, donc on n'aura jamais accès au tableau. Et en fait, maintenant, ça fait 1 an et demi. On avait dit on fait un constat tous les ans. Donc, je vais à Toulouse bientôt, mais ça va être compliqué de le sortir, donc je ne sais même pas si je vais le voir. Il ne faut pas accepter aussi qu'à un moment donné, les œuvres s'évoluent. Non, mais c'est un peu une cata. Non, c'est bien d'essayer de trouver. Là, ça fait peur parce que c'est des œuvres qui sont récentes. Mais si on voit, par exemple, il y a dans les églises, c'est horrible ce que je veux dire, mais il y avait quand même des fumées des bougies, il y avait voilà. Alors après, il y a les Japonais ou les Chinois qui ont plein de fric et qui changent leur temple régulièrement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi l'accepter, je veux dire, les repentir, les choses. Et là, c'est sûr que là, ça fait peur. Là, c'est en train de se faire. En fait, ça fait moins de 20 ans que c'est en cours, c'est en train de se faire, et c'est en train de se faire sur plein d'œuvres. Et là, je vais à Toulouse, pas pour un soulage, pour un Marfin. Donc c'est pour d'autres, après d'autres artistes, et c'est lié à un âge de peinture qui évolue maintenant. Alors, ce qui serait génial, ce serait de pouvoir étudier ça, faire voilà, plein d'analyses, et puis bien comprendre, et puis pouvoir tester et avoir des vrais labos de tests de restauration, ce qui n'existe pas en France, et ça, c'est l'autre problème. Mais quand on voit, oui, quand ce tableau-là, avec ses 93 coulures, c'est quand même catastrophique. Et au niveau de la peinture, c'est de l'huile, c'est de la peinture à l'huile. Alors, ouais, alors pour le coup, on a fait des analyses pour ce tableau-là, et on ne trouve que de l'huile. Alors, on trouve de l'huile dans des états de dégradation. C'est un peu compliqué après, enfin, c'est un peu technique les analyses des huiles. En fait, on fait de la chromatographie et on récupère les longueurs de chaînes, et on voit des chaînes, puis sinon on fait des infrarouges, enfin peu importe, mais on trouve des huiles qui sont soit des huiles oxydées, donc des huiles cassées en deux, qui ressemblent à des huiles de cartable. Mais est-ce que c'est de l'huile de cartable? Alors là, soulage, on n'a jamais parlé. C'est pas du tout une pratique. Autant on utilise de l'huile d'œillette, éventuellement, tout ça, mais de l'huile de cartable, moi, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux. Mais ça ressemble, mais ça peut être une dégradation de la molécule d'huile. L'huile de cartable, ça s'utilise beaucoup. Oui, mais Soulage, il m'a vraiment dit « Ah, j'ai pu faire ci », il a cherché toutes les hypothèses et il a ouvert vraiment et sa mémoire et ses étagères. Donc bon, c'est un peu, moi je trouve ça un peu bizarre. C'est pas parce que l'analyse dit ça doit être ça que si ça se recoupe pas du tout, ça me paraît étrange. En revanche, moi ce qui me paraît plus probable pour ces peintures-là, donc c'est d'abord sur une préparation très très grasse, donc pas du tout imperméable, et peut-être avec de l'huile épaissie au soleil, parce que et Lefebvre-Foinet, mais aussi Soulage faisait ça, mais aussi Artaud faisait ça, et aussi Georges Mathieu faisait ça. Ils faisaient épaissir leur huile au soleil en touillant de temps en temps. Oui, mais en fait c'est pas bien, parce que s'il y a de l'humidité qui se met au moment où on fait cette préoxydation, on met trop de savon métallique, enfin si on a mis en plus de la vitarge dedans, parce qu'on a voulu que ça sèche vite néanmoins, que ce soit épais mais que ça sèche, et du coup s'il y a de l'humidité qui se met dedans, on a trop de savon de plomb dans le liant de la peinture. Et après on a voilà, le phénomène qui est initié. Et le fait de maintenant aux médicaments qui sont plus à base de plomb, on verra dans 60 ans. Oui. Les peintures de ces 49-60, elles ont un problème d'après, et les peintures en métal, elles ont tout. Ouais. Et c'est peut-être l'interaction entre les deux, mais il y a un problème d'après parce qu'il n'y a pas que Soulage. Et quelle est la différence entre l'huile de laine épaissie au soleil et l'huile de laine cuite? Ça va être les molécules vont être préoxydées de façon différente, elles vont être coupées. Alors je sais pas, je suis pas chimiste, mais ça change le niveau d'oxydation de l'huile en fait. Quand on les cuit ou quand on les oxyde, on casse déjà la molécule pour que ça aille plus vite la polymérisation. Et donc là, ça ne va pas être cassé au même endroit de la chaîne. Mais après. Oui, il y a des interactions de toute façon. Hein.
sur des tables où les produits sont à l'extérieur. Exact. Et puis ce qui est intéressant pour les soulages, c'est que quand même sur un tableau, j'ai vu qu'il y avait une couleur qui n'était pas du tout concernée sur le tableau de Finlande. Il y a une zone qui n'est pas du tout concernée par la dégradation, et en fait, d'après le chimiste avec qui j'ai travaillé, il m'a dit ah oui mais ça c'est normal, ça empêche les savons métalliques. C'est un inhibiteur des savons métalliques. C'est le manganèse qui est dans... Et du coup il m'a dit ah mais ça c'est oui, ça c'est normal, c'est le manganèse. Et du coup on a peut-être, si on arrive à travailler de façon pluridisciplinaire avec d'autres gens qui connaissent hyper bien certaines autres choses, on pourra peut-être trouver des solutions je sais pas, de sel de manganèse qu'on pourrait injecter. Moi je veux bien mettre une sous-couche brune en dessous, ça ne me dérangera pas si on arrive à stabiliser quoi. Et si ça ne fait pas d'autres dégradations. Je ne vous ai pas beaucoup parlé des pigments, je ne savais pas par... ouais. Les pigments, alors c'est du noir d'ivoire quasiment tout le temps, sauf quand c'est du noir de Mars. Mais ça se voit parce que c'est pas le même noir. C'est de l'ocre rouge ou de l'ocre jaune, c'est du jaune orangé de Mars qui vient uniquement de chez Adam. C'est du bleu, il y a 2 ou 3 bleus en tout dans la palette de soulage, mais il n'y a pas beaucoup de variations. Il y a un petit peu, tout petit peu d'émeraude à un moment, mais sinon on a beaucoup d'outre-mer et du cobalt. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié, ocre jaune, blanc, parce qu'il utilise du blanc aussi, qui est du blanc de zinc ou du blanc de titane en fonction des périodes. Et préparer une couleur, lui il a acheté cette couleur. Ça dépend des périodes. Évidemment, entre 47 et... Enfin, ça dépend des périodes. Donc il a préparé ses couleurs, il les a achetées, il les a fait préparer pour lui. Pour les outres noirs, mais dès avant en fait, même avant 79, dès les années 50, il fait broyer du noir avec une huile cuite à l'habitage. Il le fait broyer, donc à un moment son fournisseur est en Bourgogne et puis à un autre moment il a un autre fournisseur. Et pour les autres noirs, il fait intégrer à l'intérieur une résine spéciale que le fournisseur connaissait, elle était le seul à connaître, même Soulage, je ne sais pas ce que c'est. Dans les analyses, on n'a rien trouvé de spécial, mais bon, il y a une résine spéciale. Voilà. Bon, nous, on n'a rien trouvé. Il n'a jamais utilisé d'alkyde ou des choses comme ça. Et si, il a utilisé des alkydes, mais j'ai pas analysé les œuvres. Mais si, lui, il dit qu'il a essayé les alkydes. À un moment, il a utilisé de l'huile, mais sur des préparations avec une base de flash, par exemple. Donc il a utilisé des vinyliques, il a utilisé de l'acrylique. Il a utilisé de l'huile par-dessus des vinyliques et par-dessus des alkydes. Et évidemment, il a essayé des alkydes. Mais il a essayé, en fait, il a toujours essayé. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il a essayé. Et quand il a trouvé quelque chose, pour en faire quelque chose de différent, comme il a fait avec l'acrylique, c'est incroyable d'avoir fait l'acrylique comme ça. D'abord, d'avoir fait 60 ans d'huile et de passer à l'acrylique après, c'est autre chose. Et puis d'avoir fait de l'acrylique en matière comme ça, presque en 3D, c'est que c'est... 3D, ouais, sur certaines, c'est vraiment... Quand j'étais dans cet atelier, j'avais l'impression qu'il y avait des gros boudins de réglisse. Ouais. Et je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est justement la dernière révolution de Pierre Soulages, c'est justement cette matière, c'est quand même assez incroyable. Alors c'est vrai qu'en espérant que ça ne va pas devenir comme les chures Mais alors j'ai discuté avec le fournisseur d'acrylique, qui a un labo de chimiste et tout, justement pour parler de ces petites boules là ces petites sphères avec les... Donc c'est des bulles de séchage, mais Soulage je les voyais pas comme ça aussi importantes à certains moments. Enfin en tout cas lui disait non, il n'y en a pas normalement. Non mais vous repassez, vous repeignez et tout ça, mais très bien, mais est-ce que ça va arriver plusieurs fois? Puis je voulais comprendre aussi pourquoi les peintures avaient des petites zones de brillance quand elles font des chocs thermiques dans les transports. Parce que le transport aérien, c'est toujours en passant d'un continent à l'autre. Hein. Il y a quand même à chaque fois quelque chose d'assez important à l'intérieur de la caisse qui est toujours hermétique. Donc à mon avis, il faut changer aussi le mode de caisse. Mais pour ces acryliques-là, j'ai discuté avec les chimistes de chez Golden et ils m'ont dit non mais pas avec ces épaisseurs-là, on ne fait pas de l'acrylique aussi épais. Donc pour eux, il y a une question de pratique. Ils disent qu'il ne peut pas vous aider si vous n'utilisez pas la peinture comme il faut. Quoi. Ouais. Mais l'acrylique au dos des tableaux, on retrouve les mêmes déformations que dans les années 60. Et le poids de l'acrylique, alors l'acrylique c'est pas quelque chose qui tire normalement, le poids de l'acrylique déforme la toile au dos et on voit tous
ouais, tous les empattements aussi. 7 kilos, c'est dingue. Mais heureusement, c'est de la toile solide. Polyester. Voilà. Oui. Je me demandais aussi pourquoi vouloir à tout prix ne pas laisser vieillir les œuvres. Et la peinture. Ah, mais on les laisse vieillir. Et la peinture et les matières. Et pourquoi stopper toutes ces. Ah non, mais alors en fait on les laisse vieillir. En fait, c'est le temps qui passe sur la peinture. On pourrait peut-être apprécier aussi qu'une œuvre vieillisse. Ouais, À son rythme, avec ses matériaux, on l'accepte parce que on accepte les craquelures. Ceci dit, votre métier est super. Ouais. Mais on les accepte par les vieillissements, parce que moi je fais une vraie différence entre le vieillissement et le vieillissement prématuré qu'il va falloir accepter. Si c'est intrinsèque, on ne peut rien faire. Et après la dégradation évolutive qui mène à la perte de l'œuvre. On peut dire pour des œuvres d'art contemporain, c'est éphémère et on l'accepte et c'est comme ça. Là, on a la chance de pouvoir travailler avec l'artiste et du coup, et Pierre Soulages, il en est malade de savoir qu'on a des problèmes sur ces peintures. Et il se trouve que sur les problèmes des années 59-60, il est le dernier survivant de cette génération-là. Et du coup, les autres, c'est que des prospectives, et en plus, c'est pas analysé en France, c'est analysé à l'étranger, donc c'est des gens qui connaissent mal les matériaux français, qui comprennent pas vraiment Montparnasse à quoi ça ressemble à ce moment-là. Alors que moi, j'ai eu la chance de discuter avec Adam, de discuter avec Semelier, de discuter avec tous ces gens-là qui travaillaient à ce moment-là. Et ils disent tous, on a peut-être un problème, et si on peut trouver, pour ce problème-là, c'est un problème, si on ne veut rien trouver, on laissera, de toute façon on laisse, on ne fait rien. On essaye de rien faire, en tout cas, qui pourrait dégrader les œuvres. Mais les premiers tableaux de Soulages qui étaient abîmés, les gens les rendaient à Soulages faisait tomber la peinture et repeignait. Alors, c'est une œuvre qui vit, mais pour les œuvres, ça aurait été beaucoup mieux que ce soit traité en tant que dégradation et restauré. Mais après, les réseaux de craquelures qui sont visibles et sur lesquels on ne peut pas agir, on les laisse. Et les œuvres, elles ont l'âge qu'elles ont. C'est pour ça que la première restauration que j'ai montrée, en fait, on a gardé tous les matériaux. On aurait pu faire quelque chose de plus intrusif comme intervention. On aurait pu mettre des bandes de tension totales. J'ai fait des films.